merci à tous, les Quexiens et les communes aux alentours, parce qu'il n'y a pas que Quex qui est ici aujourd'hui. Et donc on va pouvoir parler, j'espère que ça va bien fonctionner. On va pouvoir parler du radon, et c'est dans le cadre donc, du PCAET, donc du plan climat, air, énergie, territoire, qui est organisé donc, par le pays de Saint-Gilles. Et donc voilà, ils vont faire une campagne sur le radon. Donc je pense que vous allez pouvoir dire un petit mot sur le pays de Saint-Gilles du PCAET, et après on va passer la parole. J'espère que le micro va fonctionner comme il faut. Mais voilà, bon, je vous laisse la parole, et puis après, donc, il y a peut-être une demi-heure de dérouler, et après vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez sur ce fameux radon, ce fameux gaz. Voilà, merci. Merci. Bonsoir à tous. Caroline Schmotz, moi je travaille au Centre intercommunal d'action sociale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc je vais excuser mon collègue Jean-Pierre Pinel qui porte le contrat local de santé au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n'a pas pu venir ce soir. Et du coup j'ai aussi, ma collègue qui est encore en train de prendre des coordonnées, Aurore Martins, qui elle est animatrice du plan climat air énergie territorial du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc on voulait déjà remercier la ville de Coex de nous accueillir ce soir et puis d'avoir pu gérer toute la mise à disposition, toute la disposition de la salle. On voulait remercier aussi du coup, plusieurs partenaires, donc le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, Logne Grand Lieu, on l'appellera peut-être beaucoup CPIE ce soir, il y aura beaucoup d'acronymes et j'en suis désolée. Également l'Agence régionale de santé et l'Agence de sûreté nucléaire pour leur soutien financier pour la mise en place de cet événement ce soir. Et puis je voulais aussi remercier du coup nos deux intervenantes, Elisabeth Kuftanovic, si je ne me suis pas trompée, j'ai moi-même un nom assez compliqué, donc je sais ce que c'est, de l'ARS, et Sabrina Donger, du CPIE Logne Grand Lieu, qui sont là du coup ce soir pour animer cette réunion publique sur le sujet du radon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous donne tout de suite la parole à toutes les deux. Donc bonsoir à tous. Donc juste pour me représenter, ça a été très bien dit, mais Sabrina Donger, je suis chargée de projet biodiversité et santé environnement au CPIE Logne Grand Lieu. CPIE, ça veut dire donc Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On est une association d'éducation à l'environnement qui est basée à Corcuey-sur-Logne et qui intervient sur le sud Loire-Atlantique et le nord Vendée. Normalement, on ne vient pas trop sur votre territoire, mais pour ce projet-là, on a été amené à accompagner donc le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglo dans la mise en place de cette campagne de mesure du radon. Bonjour à tous, donc j'ai été présentée, Madame Kostanovic. Donc moi je travaille à la délégation territoriale de Vendée de l'Agence régionale de santé Pays de Loire. Je suis en particulier sur toutes les thématiques santé-environnement, donc responsable du département santé publique et environnementale. Alors ça ne parle pas trop au grand public parce qu'on est un service de l'Agence régionale de santé qui travaille vraiment spécifiquement sur les risques sanitaires liés à l'environnement. Alors, on a plusieurs domaines d'intervention. On applique la réglementation notamment dans tous les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, le contrôle aussi sanitaire des eaux de loisirs et aussi tout ce qui concerne la qualité de l'air intérieur et tout ce qui peut y avoir en risque lié à l'habitat. Le radon, en fait, pourquoi on s'y intéresse également? C'est un gaz naturel radioactif, donc qui est incolore, inodore et insipide. On ne peut pas le détecter comme ça soi-même, hein, il faut des appareils de mesure. Il résulte en fait de la désintégration naturelle de l'uranium et de l'uranium qui est contenu dans les sols, dans la croûte terrestre. On le retrouve à la fois dans les sols, dans le sous-sol, mais également on peut le retrouver dans l'eau souterraine, par exemple, où il peut être dissous. La concentration se mesure en becquerel par mètre cube. Je n'ai pas fini, j'ai pas pris dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc par becquerel par mètre cube, et il faut savoir que dans les sous-sols on en retrouve jusqu'à plus de 1000 voire 10 000 becquerels par mètre cube. Dans l'air il y en a entre 1 à 100 becquerels par mètre cube. Il se volatilise, enfin il est très vite dilué dans l'atmosphère quand il est libéré dans l'atmosphère, et donc du coup il va surtout se concentrer dans les espaces fermés et les espaces clos. Alors, lorsque l'on parle de radon,
Là, vous avez deux illustrations qui vous montrent qu'en fait, il va se former par dégradation donc, de l'uranium et du radium. Et puis ensuite, il va se dégager à travers le sol par les anfractuosités du sol, les fissures. Il va être très présent dans certains sols, notamment les types granitiques ou volcaniques, notamment dans les anciens massifs, Massif central, les Vosges ou le massif armoricain. Et donc sa concentration va être plus importante dans ces zones-là parce que justement il y a de la présence d'uranium naturel dans ces sous-sols. Dans la maison, en fait, dans le bâtiment, il va rentrer par le sous-sol et donc par tout ce qui va lui permettre de traverser donc la couche entre le sol et le bâtiment. Et puis il va prendre toutes les directions au niveau de l'habitation, c'est-à-dire il va pouvoir passer par les gaines qui font passer les réseaux dans les maisons, puisque c'est toutes les zones où un gaz peut s'évaporer. Donc dans la concentration de radon dans les bâtiments, elle est fonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la localisation géographique du bâtiment, parce que comme je vous l'ai indiqué, il y a certaines régions où la structure géologique du sol est plus riche en radon que d'autres endroits. Il y a aussi sa facilité à passer dans l'atmosphère. Donc là, c'est la capacité du sol, la porosité du sol ou les anfractuosités existantes qui vont permettre au radon de s'échapper. Il est aussi fonction pour la concentration dans les bâtiments du type de bâtiment et donc du bâti en lui-même, de ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire comment est fait l'interface sol-bâtiment, s'il existe un sous-sol, un vide sanitaire, si celui-ci est ventilé ou non. Il dépend également du type d'isolation et de ventilation présente dans les maisons, du type de chauffage et puis aussi des matériaux utilisés pour la construction. Et enfin, il va dépendre aussi du mode de vie des occupants, parce que le maître mot, en fait, pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans son logement, c'est d'ouvrir fréquemment ses fenêtres, en fait, et d'aérer régulièrement son logement. Donc ça va dépendre aussi de l'action quotidienne des personnes dans leur logement. Donc là, en fait, l'objectif pour limiter la concentration de radon dans un bâtiment, c'est d'empêcher son entrée par le sous-sol, donc par des dispositions constructives, mais également d'en faciliter sa sortie par justement améliorer la ventilation du bâtiment ou aérer et ventiler régulièrement. Donc l'objectif étant d'augmenter le renouvellement de l'air à l'intérieur des bâtiments. En ce qui concerne la localisation géographique, donc l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a réalisé des études dans les années 2010-2018 qui ont abouti en fait à une classification des communes en fonction de leur potentiel radon. Donc la classification en fait classe chaque commune en fonction de la richesse du sous-sol en possibilité de produire du radon, mais également en possibilité de le laisser passer dans l'atmosphère. Donc vous avez trois catégories. Vous avez la première catégorie qui représente les communes qui ont un potentiel faible, ils ne sont pas sur des sols naturellement riches en radon. Vous avez la deuxième catégorie qui sont des communes qui sont aussi dans des zones à potentiel où il y a peu de zones géologiques riches en radon ou riches en radon, mais où il va y avoir des facilités pour que le radon s'échappe vers l'extérieur et en dehors du sol. Et enfin, il y a les communes qui sont classées en catégorie 3, donc un potentiel radon moyen ou élevé, où là le sol est riche en radon et donc il est susceptible de se retrouver dans l'air intérieur des bâtiments. En ce qui concerne la communauté de communes, la plupart des communes sont classées en fait en potentiel radon 3, de niveau 3, et donc potentiellement on peut le retrouver à l'intérieur des bâtiments. Alors pourquoi on s'occupe du radon? Pourquoi on fait cette sensibilisation et des campagnes d'analyse aussi chez les particuliers? C'est parce qu'en fait il a des effets sanitaires.
Donc le cirque, qui est une instance internationale de l'Organisation mondiale de la santé, a classé depuis 1987, donc c'est pas si récent que ça, le radon comme un cancérigène pulmonaire certain. Donc il accroît le risque de cancer de poumon. Bien sûr, il faut une exposition régulière, mais sur de très longues années. Il faut une exposition chronique, donc c'est pas une exposition aiguë. Il est responsable de 3000 décès par cancer du poumon par an en France. Ça représente à peu près 10% des cancers par cancer du poumon. La première cause, le premier facteur de risque de cancer du poumon, c'est quand même le tabagisme. Et des études ont montré que la présence de radon dans l'atmosphère des maisons, associée au fait de fumer, augmentait le risque de survenue de cancer du poumon. Donc le risque est multiplié par 20. Donc moi je vais vous présenter le déroulé de la campagne de mesure. Donc déjà cette campagne de mesure, elle a 3 objectifs. C'est de communiquer sur le radon auprès des habitants pour mieux faire connaître le sujet. Donc c'est ce qu'on fait ce soir à travers cette réunion publique. Il y en a eu une également la semaine dernière à Bretignolles-sur-Mer, donc il y avait à peu près 150 personnes. Ce soir, je pense que vous êtes pas loin de 80, 70 en tout cas. Donc merci beaucoup de vous être mobilisés aussi nombreux. C'est super de voir que cette campagne fonctionne aussi bien. Donc le deuxième objectif, c'est de permettre à tous les habitants qui le souhaitent de pouvoir évaluer leur exposition au radon dans leur habitation et puis de pouvoir agir en conséquence. On le verra par la suite de la campagne que souvent il y a des actions très simples à mettre en place pour réduire considérablement la concentration de radon dans les habitations. Et puis le dernier objectif, c'est de mieux comprendre le lien entre les territoires, les bâtiments et la concentration de radon. Donc, au niveau des étapes de la campagne, donc, elle se déroule en 6 étapes principales. La première, donc, ce qu'on fait là ce soir, c'est les réunions publiques. Donc ensuite, entre décembre et février 2025, vous pourrez mettre en place votre appareil de mesure dans votre habitation. Donc ces dosimètres, ces appareils de mesure, ils s'installent durant 2 mois en hiver. Et puis vous aurez un questionnaire habitation à renseigner, donc c'est une fiche recto-verso qui va donner des informations sur le type de bâtiment que vous avez, si c'est des murs en pierre, le type de chauffage que vous avez, si c'est une maison à étage, etc. Et ça va nous permettre donc de mieux comprendre le type de maison que vous avez en corrélation avec la concentration de radon pour mieux cerner l'effet du bâti sur la concentration de radon. Ensuite, autour de mi-mars, donc quand les 2 mois seront passés, je vous ferai des rappels réguliers par mail. Il sera le moment l'occasion du coup de nous renvoyer les appareils de mesure, donc le CPIE. Vous aurez une enveloppe préaffranchie dans le kit qui vous sera remis. Donc vous pourrez envoyer directement votre appareil de mesure au CPIE, qui l'enverra ensuite au laboratoire chargé de l'analyse. Donc ça sera courant avril 2025. Et en parallèle, il y aura aussi une analyse des questionnaires habitat que vous aurez renseignés et que vous nous aurez renvoyé également dans l'enveloppe affranchie avec l'appareil de mesure. Ensuite, en juin 2025, on vous renverra les résultats par courrier. Donc, ça sera des résultats individuels. Pour les personnes qui ont des taux de radon vraiment élevés, c'est-à-dire à plus de 1000 becquerels par mètre cube, j'appellerai avant d'envoyer un courrier pour qu'on en discute. Rassurez-vous, les résultats au-dessus de 1000 becquerels restent relativement rares. Voilà, donc pour ces personnes-là, il y aura un appel téléphonique et il y aura une proposition d'accompagnement à domicile gratuitement pour évaluer par où le radon potentiellement rentre dans l'habitation et qu'est-ce qui peut être fait dans le détail pour réduire cette exposition. Donc ces visites à domicile, donc pour les personnes à plus de 1000 becquerels par mètre cube, elles auront lieu en septembre 2025 et bien sûr ça sera évidemment sur la base du volontariat. Le contenu des kits, donc je vais vous présenter, je vais me mettre ici pour tout le monde voir. Alors ça c'est le kit qu'on a distribué la semaine dernière à Bretignolles-sur-Mer. On n'est pas certain que ce sera le même kit, on ne sait pas encore quels appareils de mesure vous recevrez en janvier. Mais si ce n'est pas cela, je vous ferai une petite note explicative pour vous dire comment l'installer. Je vous présente quand même cela ce soir. Donc c'est des pochettes avec un numéro ici, c'est le numéro du dosimètre.
À l'intérieur de cette pochette, vous avez à renseigner certaines informations comme votre code postal, la commune sur laquelle vous résidez, la date de pose et la date de dépose de votre appareil. Ça, c'est obligatoire parce que sans ces informations-là, le laboratoire ne peut pas faire l'analyse. En fait, c'est une moyenne qu'il va faire sur le nombre de jours où l'appareil a été posé. Donc, s'il n'a pas cette information-là, il n'aura pas la moyenne. Et puis, le lieu, c'est quel type de pièce, dans quel type de pièce vous l'avez installé. Si c'est dans la cuisine, salon. Vous avez des chiffres dans le mode d'emploi. Vous avez un petit mode d'emploi aussi que je vous invite à lire avant l'installation. Et à l'intérieur, vous avez des chiffres qui font référence au type de pièce. Et c'est donc ce chiffre-là qu'il faut mettre ici dans lieu. Vous avez donc l'enveloppe préaffranchie. Donc vous pourrez nous renvoyer le dosimètre et le questionnaire Habitat qui se compose de cette façon-là. Voilà, c'est une fiche recto-verso avec des questions, avec des cases à cocher, tout simplement. Et puis donc l'appareil de mesure, c'est un petit boîtier que vous ouvrez comme ça. Alors il y a un petit film ici qu'il ne faut surtout pas enlever. Hein. La mesure, elle se fait sur ce film-là. Donc si vous l'enlevez, vous n'aurez pas de mesure. Pareil, sur l'appareil de mesure, il faudra mettre la date d'installation et la date où vous retirez l'appareil. Donc en sachant qu'il faut l'installer au minimum 2 mois. Ça peut être plus, mais si possible, pas moins. Et puis donc pareil, les chiffres de 1 à 10 pour indiquer dans quelle pièce vous l'avez installé. Donc oui, j'ai noté là sur le diaporama de ne pas modifier vos habitudes de ventilation de la maison. Si habituellement en hiver vous avez l'habitude de ne pas aérer votre maison, ne changez pas vos habitudes spécialement pour la campagne parce que l'idée là c'est vraiment de refléter ce qui se passe réellement dans votre maison tel que vous avez l'habitude d'occuper votre bâtiment. Par contre, l'aération, hein, c'est quelque chose d'important et suite à la campagne, voilà, gardez bien en tête qu'aérer sa maison 2 fois par jour, 10 minutes minimum à chaque fois, ça permet vraiment de réduire l'ensemble des polluants qu'on peut retrouver dans l'air intérieur. Et puis, je précise aussi que toutes les données qui vont être recueillies dans le cadre de cette campagne, que ce soit sur le type d'habitat que vous avez ou la concentration de radon, ça restera anonyme. Donc quelques consignes à respecter pour l'installation de votre dosimètre. Donc déjà de l'installer sur un meuble qui soit hors de contact, que ce soit par les animaux ou par les enfants, pour éviter qu'ils tombent, qu'ils se ferment ou qu'ils se cassent évidemment. Et à installer entre, si possible, 1 à 2 mètres de hauteur. En fait, c'est à niveau de la respiration généralement qu'on l'installe. Donc si vous l'installez dans votre chambre, vous pouvez le mettre plus bas puisque vous êtes en position allongée la majorité du temps dans cette pièce. Dans les autres pièces, par contre, plutôt entre 1 mètre et 2 mètres. Évitez les pièces d'eau et les pièces où il y a une risque de projection de graisse. Donc évitez si possible les cuisines, les salles de bain, les toilettes. Évitez aussi les sources d'exposition à la chaleur, donc pas derrière une baie vitrée, ni à proximité d'un radiateur ou d'un poêle. Et puis privilégiez les pièces de vie où vous passez le plus de temps et qui sont au rez-de-chaussée, puisque le radon va avoir tendance à se concentrer dans les pièces du bas, qui vient du sol, mais du coup, dans les pièces à l'étage, vous avez peu de risque d'en avoir. Le radon, en fait, c'est un des polluants qu'on peut retrouver dans l'air intérieur des habitations. En fait, on fait un focus sur le radon, mais il y a d'autres polluants, de nombreux polluants qui sont présents dans l'air intérieur des habitations. C'est pour ça que le maître mot, c'est quand même d'aérer 1 fois par jour son habitation, même si là, vous allez devoir, pendant la campagne de mesure, ne pas changer vos habitudes. Pourquoi la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique? Il faut savoir que c'est un sujet qui est vraiment peu connu du grand public, notamment en Pays de Loire. Il y a la moitié des personnes qui pensent qu'il n'y a aucun risque, enfin que la qualité de l'air intérieur ne présente pas de risque sanitaire, pourquoi s'en préoccuper? Et moins d'une moitié des Ligériens pensent plutôt qu'ils sont bien informés. Ça, c'est des études sur le baromètre santé-environnement qui ont été faites en Pays de Loire. Par contre, il y a des études nationales qui ont démontré qu'il y avait pas mal de polluants dans les espaces intérieurs de vie. Il faut savoir qu'on passe 80 à 90% de notre temps dans des espaces clos, que ce soit à la maison ou au travail. Et on voit que de plus en plus, il y a des accumulations de multiples polluants dans l'air intérieur et qu'on s'y trouve exposé.
Du coup, c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à la qualité de l'air intérieur. Les effets de ces multiples polluants peuvent être très divers. Je vais vous en montrer quelques exemples après. Il va y avoir un effet sur le confort et la santé des occupants. Et on a peu de leviers réglementaires dans l'habitat individuel. On a de la réglementation qui s'applique dans les établissements recevant du public et dans les milieux professionnels. Mais dans l'habitat individuel, on n'a pas vraiment de levier réglementaire. Une étude nationale de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a montré qu'il y avait près de 10% des logements qui étaient multipollués, où on pouvait retrouver jusqu'à 8 substances, donc en concentration assez élevée dans l'air intérieur. Et une étude exploratoire donc, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et de l'Agence d'évaluation des risques sanitaires, l'ANSES, sur les coûts socio-économiques des polluants de l'air intérieur, évaluer l'impact de cette pollution à 20 000 décès annuels et 20 milliards d'euros par an en soins. D'où viennent donc tous ces polluants de notre air intérieur? En fait, il va pouvoir venir effectivement de l'extérieur. On voit la pollution de l'air extérieur quand on est au bord d'une autoroute ou d'un périphérique. Effectivement, on a pas mal de particules fines qui rentrent dans la maison et d'autres polluants de l'air extérieur. Il peut rentrer par le sous-sol, on a les radons, l'exemple du radon, mais on a aussi en France ce qu'on appelle des sites et sols pollués qui ont été l'objet par le passé en fait d'usines ou d'autres activités industrielles qui ont pollué le sol, et ça peut remonter ensuite via le sous-sol dans les maisons. La principale source quand même de pollution de l'air intérieur, c'est les activités humaines. La première source, bien sûr, c'est le tabagisme quand on fume chez soi. Mais les activités de ménage ou de cuisine peuvent générer aussi des polluants, notamment en fonction des produits que l'on utilise, les produits d'entretien. Quand on bricole aussi, tout dépend ce qu'on utilise pour bricoler. Si on bricole avec des appareils qui utilisent de la combustion, de l'essence par exemple, on peut dégager du monoxyde de carbone. Les parfums aussi, les parfums d'intérieur, les bougies, tout ce qui est encens, va dégager des composés organiques volatiles dans le logement, et donc sont plutôt déconseillés. Les animaux et les plantes aussi peuvent être à l'origine de polluants, notamment quand on fait des traitements sur ces plantes ou qu'on leur met des engrais, mais ils peuvent être aussi à l'origine d'allergènes. Et dans ce qui est le bâti lui-même, ça va être dans tous les matériaux de construction ou de décoration. Il faut savoir qu'on a des substances chimiques qui sont utilisées pour fabriquer les moquettes, les peintures, les vernis, les colles, et ces substances peuvent se retrouver dans l'air intérieur en fait. Pour ce qui est de l'ameublement, il faut savoir que certains meubles sont traités, notamment on peut retrouver des concentrations de formaldéhyde non négligeables sur des meubles neufs. Et du coup, une des recommandations, c'est justement de bien aérer quand on achète un meuble, pour justement évacuer tous ces polluants. Et ensuite, on peut maîtriser en fait la concentration en ces polluants par justement l'aération ou lorsqu'on a une ventilation et une climatisation. Mais bien sûr, il faut l'entretenir et bien la régler. Mal réglé ou mal entretenu, ça peut être pire que de ne pas en avoir du tout. Et pour finir, il y a une grande source d'exposition plutôt aiguë et qui ont des effets sanitaires non négligeables, c'est les appareils à combustion. Tout ce qui est poêle à bois, poêle à pétrole, poêle à pellets, les cheminées ou les chaudières à gaz. Il faut vraiment bien les entretenir chaque année et bien vérifier qu'elles fonctionnent correctement, parce que la combustion incomplète de ces combustibles peut dégager du monoxyde de carbone, et quand il s'accumule dans la maison, ça peut aller jusqu'au décès des personnes. Tu peux passer à la suivante. J'ai un peu anticipé au niveau des sources. Donc là, je vais vous présenter quelques substances qu'on peut retrouver dans l'habitation. On parle beaucoup de composés organiques volatiles, ils sont dégagés par beaucoup d'éléments dans la maison. Ça peut être tout ce qui est bougies, encens ou tabac, mais également les revêtements, les peintures, les vernis, les colles peuvent aussi en relarguer. C'est une famille en fait de composés. Vous avez plus de 200 espèces chimiques qui sont dans ces composés organiques volatiles. Et donc elles vont s'évaporer dans l'air intérieur, et puis
leur concentration va s'augmenter au fur et à mesure du temps, si on n'aère pas et si on ne renouvelle pas l'air de l'habitation. Les perturbateurs endocriniens sont très connus, enfin de plus en plus connus parce qu'ils font beaucoup le buzz dans l'actualité. Donc c'est pareil, c'est différents composés. Alors là, leurs sources sont très multiples, mais la grosse voie d'exposition aux perturbateurs endocriniens est plutôt par ingestion que par inhalation. Tu peux passer. Dans ce qu'on peut retrouver aussi et qui est très fréquent, c'est les moisissures et l'humidité. L'humidité ayant pour conséquence le développement de moisissures. Donc les moisissures, hein, c'est des champignons microscopiques, hein, et il y en a des plus ou moins allergisants. Donc du coup, ils sont transportés par des animaux domestiques, ils peuvent rentrer par les courants d'air ou même on peut les amener à la maison. Avec des conditions favorables d'humidité, ils peuvent se développer et là, ça peut ensuite avoir des répercussions non négligeables, notamment pour les personnes asthmatiques. Du coup, une étude de l'ADEME a démontré qu'il y avait au moins 20% de logements qui étaient concernés par la présence de moisissures. Je vous ai également parlé du monoxyde de carbone. Hein. C'est aussi un gaz, il est toxique, inodore, invisible, donc on ne s'en rend pas compte quand on s'intoxique, et donc il provient du mauvais fonctionnement des appareils à combustion, mais aussi d'une utilisation inappropriée. Par exemple, on a eu des cas d'intoxication parce que des gens avaient rentré un barbecue ou un brasero au sein de la maison, ou avaient laissé un groupe électrogène juste en dessous d'une fenêtre ouverte ou dans le garage, et du coup, le monoxyde s'était répandu partout dans la maison. Alors, les risques sanitaires. Du coup, pourquoi... Ah, je suis désolée. Les risques sanitaires, ils peuvent être de deux termes. Vous pouvez avoir un risque à court terme dû à des expositions aiguës, notamment l'intoxication au monoxyde de carbone, et puis des risques à long terme qui vont nécessiter des expositions chroniques. Pour une intoxication au monoxyde de carbone, quelques heures suffisent pour s'intoxiquer et être malade. Pour par exemple le radon, ça se compte en dizaines d'années l'exposition. Donc on a donc différents risques en fonction du type d'exposition et puis aussi de la quantité présente dans le logement. Souvent les polluants sont présents à de faibles doses et donc ça va être des expositions chroniques qui vont entraîner des effets à long terme. La principale voie d'exposition et d'entrée dans l'organisme, c'est l'inhalation. Du fait des propriétés de ces polluants. Et on a des populations vulnérables, notamment les enfants, qui sont plus sensibles parce qu'ils ont un système respiratoire en développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'air chez soi? Il faut aérer. Voilà, donc il faut ouvrir ses fenêtres au moins 2 fois par jour, au moins 10 minutes chaque jour pour renouveler l'air dans son intérieur. C'est vraiment important parce que du coup, on élimine très très rapidement les polluants. Le radon, quand on aère, il est très très vite, il va très très vite s'échapper et se diluer dans l'atmosphère extérieure, quoi. Il faut aussi peut-être réfléchir à limiter les sources de pollution. Alors il faut essayer d'éviter d'avoir des pratiques qui vont être sources de pollution, notamment de composés organiques volatiles, type utiliser des parfums d'intérieur ou de l'encens ou des bougies parfumées, mais également éviter de fumer, mais au moins au sein de sa maison. Et puis, il y a aussi la possibilité maintenant, depuis quelques années, il y a eu des étiquetages qui ont été mis en place pour justement informer le consommateur, pour choisir des matériaux ou des produits d'entretien qui sont les moins émissifs possibles en polluants. Donc on a maintenant dans les étiquettes cette information-là, avec l'information de est-ce que c'est très émissif ou pas en polluant. Et enfin, on peut aussi mieux réfléchir les aménagements des locaux pour diminuer les entrées de polluants de l'extérieur vers l'intérieur. Et bien sûr, pour le risque d'intoxication au monoxyde de carbone, c'est vérifier régulièrement le fonctionnement de son système de chauffage. Quelles sont les actions des pouvoirs publics? Une des actions, du coup, c'est comme celle-ci, par exemple, une campagne de sensibilisation et d'analyse du radon dans les habitations. En fait, sont compris dans des actions portées par le plan régional santé-environnement.
Ce plan régional décline en région des actions du plan national santé-environnement. On en est au 4e en Pays de Loire et un des objectifs dans l'axe qui va traiter de tout ce qui est bâtiment, habitat et santé, c'est justement d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Une des actions portées par ce plan régional santé-environnement, ça a été la mise en place et le financement de conseillers médicaux en environnement intérieur. Alors ce sont des personnes spécialistes qui vont, sur prescription d'un médecin spécialiste type allergologue ou pneumologue, c'est plutôt orienté sur les enfants qui ont des problèmes pulmonaires. Le médecin va pouvoir prescrire l'intervention de ce conseiller qui va venir à domicile et qui va tenter d'identifier les différentes sources de polluants à l'intérieur du logement et qui va en même temps conseiller la famille sur des bonnes pratiques pour justement limiter leurs expositions aux polluants. Donc, vous venez de le voir, hein, il n'y a pas que le radon qui est un polluant de l'air intérieur, il en existe malheureusement beaucoup d'autres. Et donc, durant cette campagne, on va aussi faire des zooms sur ce qui vient de vous être présenté, pour essayer d'aller un peu plus dans le détail sur les actions à mettre en œuvre pour réduire son exposition. Et donc, je vous enverrai chaque mois, entre janvier et juin, une newsletter avec donc un zoom sur un type de polluant et quelles conséquences ça a sur notre santé et puis quelles solutions on a pour limiter ce risque. Il y aura aussi des articles dans les journaux municipaux et dans celui de l'agglomération et sur les sites internet qui seront mis à disposition des habitants. Et les thématiques ne sont pas encore définies, hein, ça par contre on ne sait pas encore. Et puis enfin on créera et on diffusera une affiche sur les bons gestes à adopter chez soi pour réduire la pollution de l'air intérieur. Et ces affiches seront distribuées dans les salles d'attente des cabinets médicaux notamment. Voilà, on en a terminé pour la présentation. Du coup, c'est le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, que ce soit sur le radon, sur la campagne ou encore sur les autres polluants de l'air intérieur, n'hésitez pas. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner une information qui est quelles communes sont concernées sur le territoire. Vous l'avez vu. Donc les communes en potentiel 3, donc il y a Braine-sur-Mer, Landevieille, La Chaise-Giraud, l'Aiguillon-sur-Vie, Bretignolles-sur-Mer, Givran, Coueix et Saint-Révérend. Et les communes en potentiel 2, c'est Comeuquier. Les autres communes sont en potentiel 1, donc non concernées par cette campagne, en tout cas par la mesure. Toutes les personnes situées sur les communes en potentiel 1 peuvent être présentes ce soir, il n'y a pas de souci évidemment. Par contre, elles n'auront pas de dosimètre mis à disposition. Je voulais juste vous préciser que en fait, vous pouvez retrouver plein d'informations sur le site de l'Agence régionale de santé de Pays de Loire. Il y a une page dédiée à la qualité de l'air intérieur et au radon, ainsi que sur le site du ministère de la Santé, celui de l'ASN et celui de l'IRSN. Il y a énormément de documentation sur le radon et sur la qualité de l'air intérieur. En quoi une ventilation mal réglée peut faire pire que le lieu? Parce qu'en fait, potentiellement, si elle est mal réglée, elle peut ne pas éliminer les polluants. En fait, vous avez l'impression d'avoir un renouvellement de l'air, mais l'air ne va pas être renouvelé. D'autant plus si, par exemple, vous obstruez les entrées et sorties d'air. Ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Sur les fenêtres, souvent, les gens obstruent en fait les entrées et sorties d'air, et donc le système de ventilation ne fait pas correctement son travail. Ça, je ne peux pas me prononcer sur les pompes à chaleur. Par contre, il faut que ça soit bien réglé, de toute façon. Alors pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer? Parce que c'est trop récent? C'est trop technique pour moi. Donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Bon, après, voilà, c'est des systèmes qui permettent à la fois, elles sont réversibles, c'est ça, c'est-à-dire qu'elles permettent le chauffage ou la climatisation l'été. Il faut quand même que ça soit bien réglé, quoi, c'est toujours pareil. Précisons que sur les pompes à chaleur, c'est pas du tout un système de combustion, donc il n'y a pas d'émission de polluants par rapport à ça. Par contre, on peut, suivant la nature du système, si c'est RR, c'est-à-dire si c'est de l'air chaud qui arrive chez vous, effectivement, on peut avoir des problèmes de moisissure comme dans toute ventilation. Effectivement, si c'est mal réglé, on peut avoir de l'humidité dans l'air et puis du coup le développement
effectivement de moisissures. Effectivement. Et c'est vrai que c'est pas ces appareils électriques, donc ils ne produisent pas de polluants. Une personne qui vapote chez dans sa maison, elle amène de la pollution aussi. Vous avez parlé du tabac, mais une personne qui vapote. Alors la vapote, j'ai pas trop d'avis sur la question. Le tabac, c'est sûr, ça a été reconnu. Hein. Avec le tabagisme passif aussi, hein. Le tabac, il y a de nombreuses études qui démontrent que les effets délétères du tabac. Quand vous parlez de bâtiments, vous parlez des bâtiments, la construction par elle-même, ou par exemple du béton, etc. Alors le bâti en lui-même, effectivement, et les matériaux qu'on utilise pour le bâti, par exemple, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a des maisons qui utilisent du granit en fait, hein, des pierres de granit, et ces pierres-là, par exemple, peuvent dégager un peu de radon. Mais après, la structure du bâti, c'est surtout si elle laisse passer en fait pour le radon, si elle laisse passer le radon en fait. Voilà, il y a certains matériaux qui laissent passer. Est-ce qu'il y a plus de décès justement dans les zones les plus exposées par rapport aux autres régions? Par exemple en Bretagne, est-ce qu'il y a beaucoup plus de décès dus au radon Alors, 90% des cancers du poumon s'expliquent par le tabagisme en fait. Voilà. Le facteur principal de risque d'avoir un cancer du poumon, c'est le tabac. C'est 10% des cancers du poumon, le radon. Donc c'est très difficile ensuite, statistiquement et épidémiologiquement, de faire des différences entre régions. Mais par contre, c'est un fait que certaines zones vont émettre plus de radon dans l'air intérieur des maisons, parce que géologiquement, oui, je ne sais pas si c'est français, il y a plus en fait d'uranium naturel dans le sous-sol qui va se dégrader en radon, qui va se volatiliser, enfin aller dans l'atmosphère, et si ça passe dans les maisons, et se concentrer si c'est pas bien ventilé ou aéré. J'ai une question concernant, donc vous parliez du bâti, de la construction. Est-ce qu'il existe un guide qui décrit en fait les bons systèmes constructifs pour éviter l'entrée du radon dans le... Il y a des recommandations, oui. Il y a des recommandations, alors je ne sais pas qui est spécialiste là-dessus. Nous, je sais qu'il faut qu'on travaille... Oui, peut-être. Il faut qu'on travaille, notamment avec les professionnels du bâtiment, pour justement les sensibiliser à toutes ces questions-là, parce qu'il y a des manières de faire, de construire, qui permettent justement de limiter la concentration du radon dans les bâtis. Il y a des recommandations quand on a beaucoup une concentration en radon très élevée. Il y a des recommandations en termes de bâtis, effectivement, en travaux. Il existe un guide ou... Alors, je ne sais pas si CSTB a fait un guide, mais en tout cas, il y a des recommandations générales dans la réglementation, en tout cas. Justement, les polluants antérieurs, par exemple les poutres, les peintures, ça émet les particules pendant combien de temps? Ça peut être très long, en fait. Ça dépend de la concentration en substance dans le vernis, la colle ou le meuble, hein, mais ça peut être sur plusieurs mois, voire ça peut être très long, plusieurs mois, plusieurs années, si c'est vraiment très concentré. Mais par contre, ça va émettre en très très faible quantité. Voilà. Pour les meubles, en général, on dit d'aérer dans les premiers temps, pour que vraiment le gros des polluants s'élimine. 6 mois, hein, quand même. C'est quelques mois. Oui, c'est pas anodin. Hein, mais... Enfin, après, ces expositions, il faut aérer, il faut éliminer ces polluants. Après, c'est des expositions chroniques. Hein, donc, voilà, les effets délétères se retrouvent sur des expositions chroniques. Sauf pour des personnes un peu sensibles comme les asthmatiques. Hein. Là, avec la présence de moisissures, par exemple, vous pouvez avoir des exacerbations d'asthme. Et par exemple aussi sur l'utilisation de produits d'entretien, une personne asthmatique va pouvoir faire des crises d'asthme à cause justement de ce qui émane du produit d'entretien. Les huiles essentielles aussi. Les huiles essentielles, ça peut dégager, oui, effectivement, mais c'est pour ça que moi j'insiste surtout sur les bougies ou les encens, parce qu'on les brûle, donc on va libérer aussi des composés organiques volatiles. Donc là, c'est encore pire en fait. Ouais.
certaines huiles essentielles sont allergisantes. Faut pas oublier. Hein. Ou photosensibilisantes quand on la met sur la peau. On va pouvoir clôturer. Du coup, on vous remercie encore pour votre participation. Je vous tiens informé par mail quand on reçoit les kits et du coup de quelle manière vous les recevrez. Ça sera soit en mairie, soit directement chez vous. En tout cas, merci pour tout, merci pour la présentation, merci au Pays de Saint-Gilles. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci.